Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe du Travailleur catalan de nous accueillir à la monnaie locale à son sein. Et je tiens à remercier tout particulièrement les camarades Eve et Dominique qui ont proposé ça. Voilà, donc ce soir, on va parler des monnaies locales. On va parler aussi du Soudaki, qui est la première monnaie locale des Pyrénées-Orientales, qui circule déjà depuis un an. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Hein, donc n'hésitez pas. Donc moi déjà je vais me présenter. Donc je suis Alain Vives, je suis résident des Pyrénées-Orientales. Et j'habite à Ria-Sirac, le petit village, et je fais partie du groupe local de Prades. Voilà, depuis plus de 3 ans ou 4 ans. Voilà. Vous avez ici 2 membres fondateurs qui sont dans la salle, André et Monique, et eux qui sont sur le projet depuis plus de 8 ans, mais je vous en parlerai plus tard. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit bref historique de la monnaie, très bref, pour vous situer un peu. Après, je vais vous passer des petites vidéos, très courtes, vous inquiétez pas, la plus longue dure un quart d'heure, mais ça passe très vite, hein, qui vont étoffer tout ce que je vais pouvoir dire. Et ensuite, on passera plus précisément sur l'exemple concret du Soudaki. Alors donc, au niveau de la monnaie, il faut savoir que la monnaie donc, est un outil d'échange entre les hommes. Elle existe depuis que les hommes ont commencé les échanges, donc ça va de la préhistoire jusqu'à nos jours. Hein. Au tout départ, c'était vraiment c'était sous forme de matière, encore de matière naturelle. Donc on peut aller sous l'Antiquité, par exemple, chez les Romains, c'était le sel, par exemple. On payait les légions romaines en sel. C'est de là d'ailleurs d'où vient le mot salaire. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu aussi en Inde où on échangeait des coquillages qui avaient une valeur. Alors, c'était pas encore des pièces parce que bon, il n'y avait pas encore l'outillage pour faire le fer et ainsi de suite. Et aussi, on sait que les Aztèques utilisaient des fèves de cacao comme valeur d'échange. Voilà. Ensuite, on est passé donc avec tout ce qui est les monnaies fiduciaires, avec les pièces de monnaie. Alors, on battait essentiellement en argent et en or et en bronze, selon les civilisations. La plus ancienne qui est connue à nos jours, parce que évidemment on peut toujours en découvrir d'autres, elle vient de Lydie, hein, c'est l'actuelle Turquie, donc c'était sous domination grecque. Et c'était la ville de Sardes qui battait sa monnaie. Parce qu'il faut déjà savoir qu'à cette époque-là, on peut considérer ça comme des monnaies locales en fait. Chaque royaume ou cité à l'époque grecque battait leur monnaie. Donc ensuite, ça a commencé à évoluer. Il n'y avait pas encore de monnaie internationale. Et c'est qu'à partir du Moyen-Âge où on a commencé à donner des valeurs par rapport à une matière physique, c'est-à-dire par rapport notamment à l'or ou à l'argent. Il y avait les deux. C'était encore l'or ou l'argent. Il n'y a pas encore de cotation ou quoi que ce soit comme le système moderne, mais ça existait déjà. Il y avait déjà une monnaie, alors donc c'était la date exacte, je ne sais pas, je ne l'ai plus en mémoire, j'ai pas recyclé donc ça a commencé en Autriche, hein, où la première monnaie qui avait cours, alors évidemment au niveau Europe, puisqu'il n'y avait pas encore tout ce qui était Afrique et ainsi de suite, c'est le Taylors. Donc on peut considérer que c'est la première monnaie internationale. Voilà. Ensuite, après le Moyen-Âge, a commencé à apparaître tout ce qui est monnaie papier. Tout ça parce qu'il commençait à avoir pénurie au niveau des espèces. Et pour faciliter les échanges commerciaux, donc il y a eu des monnaies papier sous forme de... Alors en Italie par exemple c'était les lettres de change. Alors c'était essentiellement
au niveau maritime au début. Après, c'est devenu terrestre, mais c'était essentiellement maritime, des lettres de change. Et après, il y avait en Angleterre et aux Pays-Bas, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des certificats de dépôt. Alors, certificat de dépôt, c'est-à-dire que des marchands, c'était essentiellement pour les marchands, pas encore pour le citoyen lambda, quel que soit du pays. Donc, ces certificats de dépôt, c'est-à-dire que les marchands allaient chez un orfèvre en disant, voilà, j'ai tant de quantité d'or, donc est-ce que tu peux me faire un certificat en me disant qui certifie que j'ai ça en cette possession. Et après, ils pouvaient pas battre monnaie, puisque c'était pas de la monnaie, mais ils pouvaient avoir ces certificats de dépôt. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut considérer que les orfèvres, commençant à gérer un peu tout ça, ils ont commencé on peut considérer que c'est les premières banques qui ont existé. En fait, c'est les orfèvres qui ont commencé. Après, il y a eu les organismes financiers, mais ça, c'est autre chose. Donc, par la suite, donc, ça a évolué avec l'ère industrielle et tout, et à ce moment-là, toutes les monnaies ont eu, à ce moment-là, un cours de change et surtout une valeur par rapport, là, essentiellement, c'était que l'or. C'est ce qu'on appelle les talons or. Donc voilà, c'était une valeur. Donc chaque monnaie selon leur puissance, évidemment. Alors déjà, à l'époque, les plus puissants, c'était les États-Unis, suivaient les Anglais, suivaient les Pays-Bas, et ensuite le reste du monde, parce que c'est eux qui avaient la possession du commerce mondial, hein, tout simplement. Et donc c'était étalé par rapport à une quantité d'or, à une once d'or, exactement. Et alors pour vous dire, une once d'or, ça faisait 20 $ et ça faisait 4 livres sterling, par exemple. C'est vraiment... Mais il n'y avait pas encore d'échange, il n'y avait pas encore de conversion entre les monnaies. C'est-à-dire qu'on s'étalait toujours, on se basait toujours par rapport à l'or. Ce n'est qu'à partir de 1922 et les accords de Gênes, où là, il y a eu une valorisation et une correspondance entre toujours les talons or, hein, c'est toujours encore d'actualité, mais il y avait à ce moment-là, il y a eu un taux de conversion entre les monnaies, qui évidemment est toujours, déjà à l'époque, flottant. C'était déjà flottant, c'était déjà... ça c'est l'économie qui gérait tout ça. Hein. Donc, pour aller plus vite... après la Deuxième Guerre mondiale, le système commençait un peu à vaciller, tout simplement parce que les pays qui étaient soit vaincus ou vainqueurs, ils n'avaient plus de ressources, tout simplement, hein, parce que les pays étaient détruits. Donc ça commençait à vaciller, mais c'était toujours l'histoire de l'étalon or, jusqu'au jour où le président Nixon, en 1971, encore un Américain, qui a vu qu'il n'arrivait plus à régler, à équilibrer l'équivalence du dollar par rapport à l'once d'or, et qui surtout avait une inflation qui devenait de plus en plus croissante et de plus en plus croissante, a dit, les États-Unis, du coup, la monnaie n'est plus étalée sur l'or. Et tout le monde a suivi. Donc voilà. Donc depuis 1971, plus aucune monnaie n'est étalée sur l'or. Ça devient, entre guillemets, du virtuel. D'où le début des problèmes. Voilà. Après, dans l'époque moderne, sont apparues les monnaies qu'on appelle virtuelles ou scripturales. Donc, scripturales, alors il faut savoir que, par exemple, le chèque n'est pas considéré comme une monnaie scripturale. C'est considéré comme une espèce. Donc, c'est encore de la monnaie fiduciaire, même si c'est du papier. Monnaie scripturale, c'est tout ce qui se passe entre banques. C'est-à-dire les virements, les traites et ainsi de suite. Et avec l'ère du numérique sont apparues les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies libertaires, comme le Bitcoin, voilà, qui est une monnaie totalement virtuelle, mais qui commence à intéresser les États, parce que certains États européens, la France est partie, commencent déjà à s'intéresser et investir là-dessus. D'où vient un petit danger, et là je finis pour l'histoire des monnaies, c'est que ça peut être très dangereux, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un exemple. Alors le Bitcoin fonctionne aussi, il y a des organismes financiers agréés qui en fait échangent les monnaies, quelles qu'elles soient, de n'importe quel pays, en Bitcoin. Et à partir de là, donc elles servent de monnaie de banque de dépôt, quoi, si vous voulez. Donc après, on peut rééchanger, la personne qui échange par exemple, ses euros en Bitcoin, si jamais elle reveut des zéros, peut les rééchanger.
Au Canada, il s'est passé un fait l'année dernière troublant, c'est qu'un monsieur qui gérait un organisme comme ça, un Canadien, est parti en vacances, tranquille, sauf qu'il est mort pendant ses congés. Et sauf qu'il c'était le seul à avoir le code d'accès à tous les comptes. Donc ce monsieur, en partant, a bloqué 260 millions de dollars. Et cet argent-là est bloqué. Parce que, il est toujours sur les comptes, mais les gens ne peuvent plus les changer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus changer leur bitcoin en dollars. Puisqu'il n'y a que lui qui a les codes, et que c'est infracturable au niveau informatique. Donc voilà une des fameuses dérives des monnaies virtuelles. Donc voilà ce qu'il y en est au niveau des monnaies. Et maintenant on va parler des monnaies complémentaires. Alors, là j'ai des petites vidéos qui vont vous montrer. Alors soyez attentifs, si jamais c'est trop fort vous me le dites, on peut encore baisser et vous allez voir. Alors la première est très courte, hein. Il y en a deux très courtes, une qui est un peu plus longue qui dure maximum un quart d'heure, mais vous verrez ça passe très vite.